Salut à tous, je vais vous faire une petite vidéo sur des nouveaux objets que j'ai à réparer là. Donc c'est des télécommandes Somfy de volet roulant, dont vous voyez la référence ici, Centralis Uno RTS. Donc là j'en ai deux, mais il faut savoir que j'en ai réparé déjà auparavant. Donc je connais déjà les premières vérifications à faire, donc on va les faire ensemble. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc au niveau des choses que je vais devoir utiliser, donc je vais avoir besoin de l'oscilloscope, et vous allez voir tout à l'heure pourquoi, mais je vais avoir besoin d'un programmateur de prom, peut-être, ça dépend si le prom est planté ou pas. Donc c'est le CH341 pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas, voilà, donc c'est celui-là qui permet de programmer pas mal de mémoire flash, comme les BIOS d'ordinateur, ou les mémoires flash qu'on trouve dans à peu près tous les appareils standards, hein, que ça va du coup de la télécommande Somfy, enfin oui, de la télécommande Somfy à par exemple de l'électroménager, etc. Et donc j'ai le petit adaptateur aussi qui va bien, parce que la puce, vous allez voir, elle est plus petite que ce que le support peut tenir, parce que c'est un support pour les puces avec des pattes qui traversent les cartes. Voilà. Donc l'oscilloscope pour vous montrer le signal, et puis toujours la petite pince que j'utilise régulièrement pour faire les mesures des condensateurs notamment. Voilà, et puis là aujourd'hui c'est canicule, donc le multimètre j'ai pas regardé aujourd'hui. Voilà, il fait chaud. Hop. Voilà, donc le défaut de cette télécommande, c'est qu'elle ne fonctionne plus, donc il n'y a plus aucun relais qui s'active quand on appuie sur les boutons. Donc j'ai déjà préparé, pour aller un peu plus vite dans la vidéo, une des deux avec des fils pour l'alimenter. Donc l'intérieur, tout ça se démonte avec des clips, donc il n'y a pas de vis. Et à l'intérieur, donc c'est une télécommande filaire. Donc, filaire, ça veut dire qu'en fait il faut la plugger dans la prise qui va avec, et ça alimente directement électriquement le volet, et il prend aussi le secteur en entrée. Voilà. Donc au niveau de la constitution de celui-ci, alors quand j'ai démonté le premier, j'ai été très surpris, parce qu'en fait il y a un transformateur, mais qui est vraiment tout rikiki. Transformateur standard à bobine en primaire et un secondaire. Donc le secondaire il fait 12 volts 0,5 VA. Et quand on voit la taille ici, on rigole. Ça c'est vraiment... là il fait... il fait même pas 200, 2 cm 2, 2 cm 3 sur 2 cm 1 sur 2 cm quoi. Donc c'est vraiment un transfo qui est tout petit, donc qui sort 12 volts d'après les caractéristiques imprimées dessus. Là on voit aussi clairement deux relais, donc qui sont là du coup pour commander l'inversion du sens de rotation du moteur du volet roulant. En dessous donc il y a un fusible. Alors, les soudures ont été refaites, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne vais pas m'interroger là-dessus. Et ensuite donc l'électricité et les commandes arrivent là. Donc là il y a 4 fils. Donc on sait forcément qu'il y a 2 fils d'alimentation, et donc les 2 autres fils, c'est la commande des relais, parce qu'il y a 2 relais. Donc voilà, par déduction, 2 fils d'alimentation et 2 fils de commande. Donc 2 qui rentrent par là-bas et 2 qui ressortent pour aller faire les on-off sur les relais. Au niveau du pont de diode, j'ai cherché un petit peu, mais en fait c'était pas si long que ça. Ils ont pris des diodes en CMS qui contiennent chacune 2 diodes intégrées avec un point milieu. Donc du coup le schéma est plus simple pour faire le pont de diode pour redresser la sortie du transfo. Et ensuite le redressement se fait sur l'autre carte avec les 2 condos qui sont là. Donc le premier, c'est un Elna, donc ça c'est une super bonne marque de condo, hein, c'est japonais. Et la valeur ici, 220 micros, 35 volts. Le deuxième, alors là je ne pourrais pas vous dire la marque. Là c'est un condo en alu qui fait 330 micros sous 6 volts. Voilà.
Et donc moi, comme j'ai toujours l'habitude de faire, c'est que j'alimente jamais ce genre de platine, enfin n'importe quelle platine que j'ai en dépannage, je les alimente jamais sur le secteur, parce qu'en fait moi ce qui m'intéresse c'est le secondaire. Donc je regarde en fait où est le rail d'alim principal et j'ai déjà préparé du coup les fils, déjà au moins pour vérifier si le comportement de la partie électronique fonctionne. Donc au niveau de l'électronique ici, on peut essayer de décomposer un peu le système. Donc on va reprendre un peu le plastique pour essayer de comprendre. Hop, donc là je vide. Là, je peux pas le vider celui-là. Voilà, donc là on voit déjà beaucoup mieux les boutons. Donc là on a un bouton, deux boutons, trois boutons. Ici donc on a une LED de programmation et tout ça. Et là donc on a un switch qui sert à faire le auto ou à ne pas faire de auto. Et ce switch, il n'est pas du tout mécanique, puisqu'en fait on voit que c'est juste un bout de plastique qui est là et qui traverse en fait une barrière infrarouge. Donc ça c'est plutôt futé dans le sens où il y a un risque d'aucune usure mécanique, puisqu'en fait on franchit une barrière, il y a de l'infrarouge qui est émis ici continuellement, et dès qu'il y a un obstacle devant, ça coupe le faisceau, et en coupant le faisceau, ça donne l'information que le processeur a besoin. Donc au niveau justement de la carte, donc on peut voir donc la barrière infrarouge pour l'interrupteur. Donc du coup c'est un interrupteur qui n'est pas du tout mécanique ou autre. Là on a le quartz qui permet en fait l'oscillation et l'horloge du processeur qui est un microchip. C'est un microchip, hein, je vais regarder au microscope, on doit le voir. Ouais, c'est ça. C'est un 16F76. Donc, bon, c'est pas non plus le gros processeur, mais c'est largement suffisant pour ce genre d'application. Donc là, on a justement une mémoire flash, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et en gros, toute cette zone-là, c'est la partie qui va nous intéresser, parce que c'est là que l'automatisme est géré. Ensuite, ici, c'est toute la partie qui concerne les ondes radio, parce qu'en fait on voit qu'il y a des antennes qui sont dessinées par là, par là, mais c'est pas ça qui va empêcher le fonctionnement des boutons et des relais. Ça c'est juste pour recevoir des informations et en envoyer à des commandes à distance. Voilà. Et sur le dos, à part les deux condensateurs, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc au niveau de la platine, on a aussi ici, un petit peu dans le coin là-bas, le régulateur. Alors ils n'ont pas pris un 7805, mais ils ont pris un espèce d'équivalent qui sort 5 volts aussi. Et donc il prend en entrée la sortie qui émane d'ici, et ensuite il le transforme en 5 volts. Et donc lui, il utilise le condo qui est là pour sa régule. Celui-là, c'est le condo, donc comme on a vu tout à l'heure, un 35 volts. Donc celui-là, en fait, il est là pour réguler la sortie du transfo. Donc voilà. Donc déjà le premier truc qu'on peut faire et que je vais faire tout de suite, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà soudé d'avance les fils sur le condo principal qui m'intéresse, c'est-à-dire celui qui sort du pont de diode, et je vais directement injecter en fait, je vais mettre du 10 volts, les relais ils doivent être de toute façon c'est un transfo 12 volts, donc les relais je pense qu'ils sont en 12 volts, sauf que l'étiquetage on le voit pas parce qu'à mon avis il est tout bêtement du côté intérieur là. Et là aussi, du coup, on ne sait pas qu'est-ce que c'est les références, mais en voyant le 12 volts en sortie sur le secondaire, on peut deviner que c'est des relais de 12 volts. Donc je vais mettre en 10, parce que normalement un relais 12 volts colle aussi en 10, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc avec la ligne de labo, donc j'ai déjà préparé, hop, je vais vous montrer. Pour l'instant le PC, on va le mettre là-bas. Voilà, donc on a 10,0001. Alors savoir que l'alimentation est calibrée et que lui aussi, donc les tensions sont super précises. Donc je vais injecter directement cette tension là et on va voir déjà si l'automatisme fonctionne. Voilà, donc le plus sur le plus, donc sur le plus du condo et le moins sur le moins du condo. Hop. En théorie, si je me mets ici, ça c'est le plus du deuxième condo. Donc le moins il est commun, donc je vais pouvoir souder un deuxième fil. Donc normalement je devrais retrouver 5 volts à celui-là. Donc si je me mets entre le moins ici et celui-là,
Voilà. Donc on trouve 4,98, voilà, avec les quelques petites erreurs de régulation du petit pavé. Donc on a bien nos 5 volts. Donc je vais tout bêtement appuyer sur les boutons et écouter les relais en espérant qu'ils collent. Voilà, c'est bon. Donc on les entend. Je sais pas si ça va être audible au micro. Ouais. Donc ils collent bien. Et je vais peut-être même essayer de voir avec les bips. Donc on a bien un bip franc au niveau des claquements qu'on entend. Alors les relais, ouais, c'est un peu comme les pistes elles passent en dessous, on voit pas trop. Celui-là, donc là il est en direct. Je vais essayer de voir. Ah voilà. Donc ces deux-là, ils sont bien reliés. Donc si je rappuie là, on a bien le multi qui râle parce qu'il y a une continuité. Donc ça veut dire que je prends ici pour avoir l'autre, je pense. Ah voilà, c'est ça. Et là, si je mets au milieu, ça l'arrête. Et en haut, forcément, ça va pas marcher parce que c'est l'autre relais qui colle. Voilà. Donc là, l'automatisme fonctionne. Ce qui veut dire que l'ensemble de la platine fonctionne et que la panne est probablement un problème de régulation de la lime. Donc on se rappelle, là je suis sur mon alim de labo, donc tout est déjà super régulé. Donc, le signal est parfaitement propre. Et donc là, la seule panne qu'il peut y avoir pour cette carte-là, a priori, c'est un des condos qui fait plus son travail. Parce qu'en passant par une alim de labo, et bah, c'est déjà un signal hyper stable, hein, donc même si on n'a pas de condo, ça va fonctionner au niveau de l'électronique. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de la brancher sur le secteur, et puis on va essayer d'analyser on va analyser le signal, cette étape-là. Donc la mémoire flash, je ne sais pas si on va la voir correctement. Oh, si la caméra, elle arrive quand même à faire des bons trucs. Donc en fait c'est une équivalence d'un 24C08, mais sur une autre dénomination. Et en fait on peut voir de manière classique que toutes les pattes de gauche ici sont toutes reliées à la masse. Donc en fait il y a la patte de masse, mais il y a aussi deux pattes qui servent en fait pour adresser quand on a plusieurs. Donc du coup on peut mettre des adresses physiquement en mettant à 0 ou à 1 les deux pattes, et puis la troisième patte c'est le blocage pour l'écriture. Donc si on la met à 1, en fait on empêche la puce d'être écrite et effacée. Voilà, donc toutes ces fonctionnalités ne sont pas utiles sur cette carte là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder en fait la rangée de droite. Ça devrait simplifier les mesures, mais surtout là ce qui m'intéresse de vérifier c'est la forme du signal qui émane de là, et non pas le fonctionnement de l'automatisme, parce que là c'est vraiment un problème de signal. Donc je passe au fer à souder, et je pense que je vais utiliser celui-là que j'ai déjà présenté sur une vidéo très courte. Donc c'est une pince, voilà, avec c'est une double pince. Bon, alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement retiré la mémoire flash qui était présente ici, et puis je vais remettre une nouvelle à la place, puisque là je l'ai retirée, comme ça au moins je suis sûr que le nombre de cycles d'écriture repartira de 0. Et pourquoi je l'ai retiré et je l'ai changé, je vous dirai ça tout à l'heure. Là on va essayer de faire un test justement sur secteur pour voir juste la forme du signal. Donc en l'occurrence là j'ai préparé l'oscilloscope, 2 volts par carreau, on va voir. Et surtout je vais devoir quand même, pour rester en sécurité, remettre le carter
au moins pour ce côté là, parce que là du coup le secteur va arriver et je voudrais pas prendre de risques, donc j'essaye toujours, j'essaye de toujours travailler en sécurité. Voilà, donc là on n'a plus que les fils et la partie basse tension qui est visible, et la partie secteur est là. Donc j'avais pointé les deux endroits où il faut mettre la phase et le neutre, et je vais revérifier avec le multimètre. Normalement on devrait retrouver en fait les kiloohms, vu que c'est un petit transfo de faible puissance, les kiloohms du bobinage ici et ici. Ici et ici, et bien faut pas que je sois en bip, hein, voilà. Voilà, on a à peu près 8,7 kg de résistance de bobinage, donc ça montre vraiment la faible consommation que ce boîtier là doit avoir sur le secteur. Voilà, donc pour le secteur, hop, je vais utiliser donc ma fameuse petite boîte de test que je m'étais fabriquée avec le wattmètre intégré, donc qui donne d'autres informations aussi, notamment le facteur de puissance, mais là c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, bon, la consommation pas trop, mais c'est de pouvoir travailler en sécurité avec le bouton là, et puis le disjoncteur au cas où il y aurait un pépin qui est derrière. Hirschmann aussi, mais en gamme standard. Ah, ils sont plus longs. Voilà, donc là j'ai le secteur, bon, c'est pas terrible, mais ça devrait quand même le faire. Je vais revérifier les ohms. Donc normalement je devrais retrouver entre les deux et 8,7. Voilà, 8,66, c'est bon. Donc là je vais planter ça dans la prise, mais avant je vais préparer l'oscillo, comme ça on va regarder le 5 volts qui va être, je pense, le plus intéressant des deux. Du coup pour le 5 volts, le petit bout là. Voilà. Et je vais régler l'oscillo d'avance sur, je vais mettre à 1 volt par carreau. Je vais descendre. Voilà, donc, normalement on devrait avoir quelque chose qui ne devrait pas être mal. Et je vais mettre le multimètre. Je vais plus avoir de place. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc ça, je plante dans la prise. Donc là c'est éteint, et là aussi pour l'intervention manuelle. Voilà, donc là j'ai pas de court-circuit, j'ai rien. Voilà, là je démarre, et qu'est-ce qu'on voit? C'est une catastrophe au niveau du bruit. Je descends encore un peu la référence. Voilà. Voilà, donc là en fait je vais faire les mesures, je vais les permuter. Voilà, on a du gros bruit. Je vais filtrer en AC, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Tac, du coup en AC, je remets à 0 et je vais descendre la sensibilité. Voilà, et je vais accélérer un peu, ce qui fait que là on est sûr, avec un signal comme ça, au lieu d'être parfaitement plat, que le condensateur de filtrage il est mort. Ah, il y a une bestiole qui se balade. Ah, les joies de l'avoir laissé les fenêtres ouvertes. Petite pause. Voilà, donc on voit parfaitement la problématique sur le rail 5 volts.
Et si je me mets sur le rail d'entrée, donc qui doit être peut-être à 15 volts, je sais pas trop, on va voir. Voilà, donc là on a un bruit qui semble être beaucoup plus minime. Voilà, donc là on voit bien les phases de charge et de décharge du condensateur, mais le bruit est beaucoup plus faible que sur l'autre. Donc là on voit la problématique, il y a un des condos qui est mort. Hop, voilà, je débranche, je range ça. Je débranche tout ça. Voilà. Donc là, on va regarder les valeurs avec la pince, la fameuse petite pince que j'utilise très souvent. Nous, la nouvelle mise à jour est sortie, j'avais signalé un petit bug, donc Shannon l'a corrigé. Et donc voilà, donc, on attend toujours d'autres futures évolutions, mais telle qu'elle est là, elle marche super bien. Donc, le condensateur, celui-là, le Elna, je vais d'abord vérifier s'il est déchargé. C'est un coup à endommager la pince. Ouais, bon 0 et quelques, ça c'est bon. Et puis le gros là-bas, 0,3. Alors lui, je vais lui filer un petit coup de pince, qu'il n'y a quasiment plus rien dessus, donc il n'y aura pas d'arc qui va se produire. Petit court-circuit dans les deux pattes, mais c'est parce qu'il restait 0,3 volts, donc ça va. Faut pas le faire quand il y en a beaucoup, parce que ça abîme la chimie à l'intérieur des condos. Voilà, 0,01, c'est bien. Et l'autre, 0,0, 0, 0, 0, 0. Ouais. Voilà. Donc le Elna, on va commencer par le gros, donc qui est chargé de filtrer le secteur. Il est donné pour 220 sur 35 volts. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Voilà, donc il est... Hop, voilà, donc on est quasiment à 200, donc on est dans les clous et 2 ohms de SR, donc celui-là c'est correct. Et celui-là, donc c'était un 330 sous 6 volts. Bon, bah là, je pense qu'on a le coupable. Il n'arrive même pas à choper de valeur de condo, en fait, il est en résistance directe. Donc celui-là, il est archi mort. En fait, il fait plus du tout son travail de lissage, ce qui explique en fait le défaut qu'il y a au niveau de la tension. Donc on va le changer. Alors lui, aujourd'hui, il n'est pas en forme. Voilà. Donc, avec lui, normalement, du coup, si... Bon, et bien la caméra a chaud aussi, c'est la première fois que je vois une surchauffe thermique sur la caméra en elle-même. Donc je vais diriger le ventilo au-dessus pour l'aider un peu. Donc là c'est vrai qu'il y a qu'elle enregistre mais qu'elle transmet en plus la vidéo en Wi-Fi, donc ça lui pompe pas mal de ressources caloriques, d'énergie du coup. Donc je reviens au condo, donc voilà, il est dessoudé. Et donc au niveau des condos, comme j'étais en train d'expliquer, je me fournis en fait sur des vrais sites d'électronique, donc chez Mousseur. Et en l'occurrence là j'ai acheté des Nichicon puisque je suis un grand fan des marques japonaises. Et j'ai pris en 16 volts au lieu de prendre 6 volts, comme ça je suis beaucoup plus large, donc le condo va tenir largement plus longtemps. Et au niveau de la mémoire flash, donc j'ai pris donc des 24C08 et je me suis pas embêté, là c'est pareil, j'ai pris que de la qualité. Donc j'ai pris du ST Microelectronics, mais surtout j'ai pris la gamme automobile. Et les gammes automobiles sont bien plus endurantes que les gammes grand public. Donc voilà. Donc là j'en ai acheté un petit stock. Donc je vais programmer tout à l'heure là. Voilà, pour un petit stock 10 je crois. Je me souviens, ouais c'est ça 10. Et les condos j'en ai pris 20.
Voilà. Et donc je vais le mettre à la place de l'autre. Au niveau de la monte, c'est la même. Je vais vérifier ça aussi. Par contre, bien sûr, comme il tient à beaucoup plus de voltage, on est beaucoup plus grand au niveau de la taille. Voilà. Donc, avant d'aller souder ça, je vais vite fait mesurer le condo hors ligne. Et voir si j'obtiens quand même une valeur ou c'est vraiment complet. Ah non, il est vraiment en résistance. Et si je le force en condo, lui, parce que là il est en automatique, donc il cherche lui-même quel type de composant il a à faire et ensuite il cherche à mesurer au mieux la valeur du composant qui lui semble être le bon. Voilà, donc en forçant en condo, on a quand même 21 micros. Et 21 micros sur un de 330, c'est voilà, pas grand chose à dire. Et puis le SR, c'est une catastrophe, on est quasiment à 200 ohms, c'est du délire pour un condensateur où on doit être plutôt en ohms. Donc voilà, donc ça c'est la première panne de cet appareil là. Donc là, je prends un Nichicon tout neuf, et histoire de comparer. Alors je le décharge comme ça, parce que là, il est neuf, donc il n'y a pas de stockage, mais bon, on sait jamais. Voilà, alors là, on voit des milliohms, 305 micros et surtout des milliohms, ça veut dire 0,6 ohms là. Alors que là, on était à 200 sur l'autre. Donc là, on a une énorme différence de valeur, mais de qualité aussi. Et comme il y a de la place en hauteur, ça devrait pas gêner, d'après ce que je vois. Et au niveau des pattes, le moins, comme toujours, est commun entre les deux. Donc là, on a le plus ici, et puis on a le moins ici, qui est soudé en fait sur la grosse pastille de masse. Voilà, donc en fait, il faut que je le pose comme ça et que je le soude. Donc ça, ils sont pas toujours faciles à souder. Je vais essayer d'aller au fer à souder. Non, mon fer à souder qui lui ne fait pas de bug. Hop. Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais étamer les pattes ici. Ces condos là, ils sont pas faciles à souder parce qu'en fait les pattes elles sont en dessous. Donc l'accès, c'est pas évident. Donc là, je vais étamer un peu des deux côtés. Et puis on va voir. Bon voilà, j'ai changé le condensateur, donc c'était un petit peu énervant à faire puisqu'on l'accès n'est pas terrible, notamment de la pâte ici, puisqu'on a l'autre condensateur qui gêne, donc il n'y a vraiment pas de place. Ce côté-là, ça va encore, et puis j'ai ressoudé du coup aussi le fil pour analyser la tension. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebrancher ça sur le secteur et regarder le signal à l'oscilloscope comme on a fait il y a quelques instants. Voilà, donc comme tout à l'heure, ça va être un petit peu la galère pour remettre ça en place. Donc je reprends les deux petites pinces. Voilà. Donc je vais refaire une petite mesure à l'ohmmètre pour être sûr que j'ai bien les 8,7. Voilà, 8,7. Et je vais donc planter ça dans le petit. Avant, je vais préparer l'oscillo. Donc le moins sur le moins et le plus
sur le 5 volts, parce que c'est lui qui nous intéresse le plus. Voilà, donc l'oscilloscope là-bas, et c'est reparti. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, rien du tout, puisqu'en fait, le condensateur, sauf au démarrage, puisque là c'est l'oscilloscope qui filtre en fait la composante continue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le repasser en DC. Hop, et je vais descendre, donc 1 volt par carreau, je le descends, et j'allume. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Un 5 volts parfaitement droit. Il n'y a aucun bruit, donc c'était bien le condensateur là, celui-là, qui faisait plus son travail parce que bah, il est mort tout bêtement. Donc là on voit une ligne parfaitement horizontale et aucun bruit. Si je mets alors je coupe l'alimentation, si je le mets en AC et que je le remets au centre et que j'allume, voilà, on a strictement, il faudrait que je dézoome. Voilà, on commence à avoir du bruit, mais là je suis quand même à 20 millivolts par carreau. 20 millivolts, c'est vraiment négligeable. Voilà, je suis en train de changer la base de temps pour essayer de voir si on voit des... Ah voilà, on voit quelque chose qui peut être relativement intéressant. Trigger, je vais le mettre en auto level, voilà. Voilà, donc on voit une petite composante, mais c'est vraiment très faible, hein, parce que là je suis 20 millivolts par carreau, il n'y a même pas un carreau, il y a 10 millivolts là. Voilà, donc pour la partie alimentation c'est réparé, donc c'était bien un problème de condensateur comme souvent. Donc maintenant on va retourner travailler en sécurité via l'alimentation de labo pour la suite des opérations, et donc c'est la mémoire flash, puisque là la mémoire flash je crois que je vais devoir la changer, mais je vais vous expliquer la deuxième panne que j'avais découvert sur les précédentes télécommandes qui a conduit justement à aboutir au problème de la mémoire flash. Et en fait là je l'ai, le problème. Hop, donc je reprends ma petite alim de labo en 10 volts et tout le reste de la vidéo je vais travailler avec. Donc 10 volts sur le plus et 0 sur le moins. Voilà. Et là, ce qui va se passer, je vais mettre donc d'avance aussi le moins, puisque l'oscilloscope aussi est basé à son référentiel sur le moins de l'alimentation. Et je vais enlever ça pour récupérer la pointe. Voilà. Donc là, en fait, en théorie, si j'allume et que j'appuie, on devrait avoir les relais qui collent. Sauf que là, on les a pas. Alors qu'on a corrigé le problème de l'alimentation. Donc imaginons que la mémoire flash était toujours présente. Donc c'est bien de l'avoir enlevé, ça permet de simuler la deuxième panne justement. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai constaté ça? J'ai déjà commencé par regarder, parce que là je me suis dit, là il y a un bug logiciel, c'est-à-dire que là le processeur il démarre pas. Alors, je vais zoomer un peu plus. Est-ce que ça va être... Ouais. Voilà. Donc cette partie-là, je m'en occupe pas. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle avec le pic. Celle-là ici, là, c'est pour les ondes radio. Donc là, je vais regarder ici. Et là, déjà, je vois un pâté. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Si je vois un pâté, je vais mettre en auto pour qu'il me trouve tout seul le signal. Alors, les gants, ils veulent pas. Voilà. Et ben là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je sais pas si on le voit. Je vais rapprocher le silo là. Voilà.
Donc c'est un quartz de 4 MHz, et qu'est-ce qu'on voit en fréquence? On voit 4 MHz. Voilà, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc ça veut dire que l'oscillateur fonctionne parfaitement, et que donc le processeur génère, parce que c'est lui qui le génère en fait à travers ses deux pattes. Donc ça veut dire que s'il le génère, c'est qu'il est démarré. Donc il est démarré mais il ne répond pas. Et le deuxième point que j'avais constaté, c'est justement le bouton qui est là, le auto 0 là, qui passe en fait dans la barrière infrarouge. Et bien en fait la barrière infrarouge, elle est vachement intéressante à scanner. Alors là, je vais devoir... ouais. Je vais devoir réduire fortement la base de temps pour voir les trains d'ondes. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, je les ai à l'envers, mais c'est pas grave. Ben, en fait, on voit qu'il y a une série de trains d'ondes et qu'il n'y en a plus. Une série de trains d'ondes, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, on a l'impression en fait que le processeur passe son temps à faire des resets. Et c'est ce qui se passe. C'est ça que j'avais constaté en deuxième panne. Je vais enlever, je vais remettre en DC, ce sera plus simple. Voilà. On voit mieux comme ça. Donc on voit des trains d'ondes là qui passent. Donc là il n'y a rien. Là, tac 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 tac, là il scrute. Là il abandonne le scrutage. Là il recommence à scruter. Il abandonne. Il rescrute. Il abandonne. Voilà. Et donc en faisant ça, bah là j'ai compris que le processeur il passait son temps à faire un reset. Parce qu'il y a un élément qu'il n'arrivait pas à trouver à l'extérieur. Donc j'ai dessoudé en fait tous les éléments au fur et à mesure. Jusqu'à dessouder la mémoire flash. Et là j'ai compris en fait que c'était la mémoire flash qui était plantée. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le condensateur en dessous il est mort, et ben le rail d'alimentation est tellement instable que la mémoire flash elle se prend des cycles d'écriture à grand nombre, à grand débit, et en fait elle dépasse le cycle d'écriture pour lequel elle est fabriquée, et donc elle est morte. Ça fait comme un SSD sur PC avec le taux d'usure, sauf que là le taux d'usure on l'a pas, puisque là on est vraiment au niveau de la puce. Il n'y a pas de processeur enfin le processeur ne s'occupe pas de calculer ce genre d'informations. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, donc là je vais couper l'alimentation pour l'instant, et je vais préparer en fait une nouvelle EEPROM, et je vais la mettre en place ici. Est-ce qu'il va y avoir assez de batterie? Je sais pas, on va voir. Donc, alors pour information, je ne vais pas donner le fichier sur la vidéo, parce qu'en fait moi je l'ai extrait d'une télécommande qui fonctionnait de ce modèle là. Donc si vous avez des problèmes similaires, moi je vous invite à reprendre une de vos télécommandes et à extraire le contenu pour le réinjecter dans une de vos autres télécommandes. Parce que là il y a des histoires de numéros de série et tout ça, donc j'ai pas envie d'aller tout fournir comme ça. Voilà, donc là la mémoire flash qui est en fait une 24C08, j'ai oublié peut-être de le dire, mais qui est tagué sur un chiffre qui n'a rien à voir avec ça. Hop, donc là c'est une neuve, donc de la gamme, comme je vous ai montré sur le papier tout à l'heure, automobile de chez ST Microelectronics. Donc là on voit bien la 24C08, 8 kg, voilà. Et là j'ai donc le fameux CH341 que j'avais modifié il y a un petit moment pour le passer en 3V3, donc là il y a plein de tutos sur internet pour le faire. Mais cette puce là elle gère le 5V aussi, donc il n'y a pas de souci. Et là pour simplifier, parce que comme on peut le voir cette puce là elle colle pas ici, et j'avais acheté un petit adaptateur sur lequel en fait on peut clipser la puce, donc beaucoup plus simple du coup à travailler avec ça. Donc je le mets à l'emplacement des 24, donc comme on indique la sérigraphie ici, il faut que je la mette par là en haut, donc je la clipse ici. Voilà. Si j'y arrive, voilà, et puis je verrouille le truc, et là il faut que je regarde où est la patte numéro 1.
Voilà. Donc il faut que je la mette comme ça. Voilà, faut que je la mette comme ça dans le support. Et j'ai oublié d'appuyer. Voilà, faut appuyer avant pour libérer en fait les petites lamelles. Et après on l'insère dedans et on le relève. Et là en fait tous les contacts se font. On voit bien le système d'une espèce de pince. Voilà, donc comme ça on est sécurisé au niveau de la connectique. Et donc je vais sortir, enfin ressortir. Bon, je vais reprendre la vidéo. Donc j'ai eu encore un petit problème de surchauffe avec la caméra, puisqu'il fait vraiment trop chaud. Donc je l'ai laissé refroidir et je l'ai rechargé un peu. Donc juste avant, j'étais en train d'insérer la mémoire flash dans le support. Donc là c'est bon. Voilà. Bon, elle n'est pas parfaitement droite, mais il n'y a pas de problème, ça devrait le faire. Donc là, je vais... Voilà, donc lui il était parti en veille aussi. Hop. Voilà, donc là le programme que j'ai lancé, donc c'est le programme qui est associé au programmateur, il y en a plusieurs. Donc celui-là c'est CH341 programmeur. Et j'ai déjà choisi la mémoire que je vais reprogrammer, donc la ST24C08. Voilà, et puis en passant je vais charger le fichier comme ça sera fait. Voilà, donc là à partir de là je vais brancher le programmateur. Voilà, donc là il y a une petite loupiote rouge qui s'allume, et à partir de là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc en premier lieu faire un erase. Voilà, donc il demande confirmation. Voilà, donc là normalement il dit de vérifier que la puce est bien effacée. Bon, c'est une puce neuve, donc normalement elle est déjà effacée, mais bon, je le fais quand même. Donc je vais faire un blank check. Voilà, et là qu'est-ce qu'il me dit? Eh ben, que la puce elle est bien vierge. Donc là maintenant je vais faire un write. Voilà, donc voilà, c'est rapide, hein, c'est une petite mémoire. Et il me dit en plus que le contenu de la mémoire et du buffer, donc ça s'appelle un buffer, une mémoire tampon là sur l'écran, sont les mêmes. Donc par sécurité, je vais quand même refaire une vérifie ici. Voilà, et là il me confirme que tout est bon. Donc là, la puce, elle est bien programmée. Et ce que je fais en général, c'est que je referme le logiciel et je le relance. Et je fais un read pour voir si j'ai bien des données qui ressortent et qui ressemblaient à... Voilà, donc c'est bien des données qui ressemblent à celles que j'ai chargées tout à l'heure. Donc la partie programmation est finie. Donc je débranche. On peut débrancher, rebrancher. Même avec le logiciel ouvert, ça pose pas de problème. Donc là, je vais enlever ma rallonge USB. C'était plus pratique pour manœuvrer. Donc le PC, j'en ai plus besoin. Et là, je vais éjecter la petite puce. Donc là, il suffit d'appuyer et de retourner. Voilà, elle est ici. Et donc maintenant, l'étape de soudure. Bon, j'ai fini par utiliser du flux parce que là je m'en sortais pas. Donc du coup avec le flux et la tresse à dessouder, ça fait des pastilles impeccables. Voilà. Donc par contre faut nettoyer après. Nettoyer. Ah, on va prendre ça. Un bon vieux coton-tige. Et un peu. Voilà. Voilà, là ça brille. Ça brille et c'est bien plat. Donc là ça va être beaucoup plus facile pour venir
poser le composant et le souder. Voilà, là il n'y a plus de bosse, donc là je peux vraiment l'aligner comme il faut. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour voir. Voilà, bon, je sais pas ce que ça va donner, ça va peut-être être trop zoomé. Et voilà, le composant il est aligné comme il faut. Donc, je vais essayer de souder une patte pour le verrouiller et pour le positionner après. Voilà, donc là j'ai verrouillé une patte, elle est bien soudée et puis toutes les autres sont alignées, donc j'ai plus qu'à finir les soudures. Donc je vais tout faire au microscope, c'est beaucoup plus facile. De la vidéo, mais c'est pas grave, on voit bien quand même si c'est un peu de travers. Voilà, donc encore une fois je vais nettoyer un petit peu pour bien décaper tout le flux qui est resté au niveau de la platine. Je vais vérifier tout bêtement. Donc je vais réinjecter la tension et je vais reprendre le silo ici pour vérifier les signaux. Hop. Voilà, lui aussi est parti dormir. Voilà. Heureusement il démarre vite. Alors, le plus et le moins. Donc, normalement, déjà même sans l'oscillo, on devrait avoir le bout. Ah voilà, j'entends les relais. Là on entend les relais. Je sais pas si c'est audible au niveau du micro. Voilà, donc là il fait bien son cycle. Et je vais vous montrer la différence au niveau du scrutage que le processeur fait. Donc on a normalement toujours notre 4 MHz qui doit circuler ici. Voilà, donc on a un pâté et si je le mets en auto, voilà, donc on retrouve nos 4, on voit pas bien. Voilà, 4, ah, si j'ai perdu. Voilà, 4 MHz au niveau de l'oscillateur et surtout ce qui va être intéressant de regarder, c'est lui là. Alors, il va falloir que je réduise la base de temps. Et voilà. Donc par rapport à tout à l'heure, une grosse différence, c'est qu'on a notre train d'onde en continu. Donc qu'est-ce que ça montre? Eh bien ça montre en fait tout bêtement que le processeur attend qu'il y a un élément qui vienne couper la barrière ici pour agir. Voilà.
Voilà, là c'est moi qui coupe la barrière. Voilà, donc là plusieurs choses qu'on peut résumer. Donc déjà le condensateur, première panne, celui-là, donc qui en fait provoque en cascade un crash de la mémoire flash qui est là. C'est ça qui m'a pris beaucoup de temps à analyser sur les précédents que j'ai réparés. Et quand la mémoire flash est crashée, le processeur il tourne en boucle au démarrage, il fait des resets non-stop, tout simplement parce qu'il essaye d'accéder à la mémoire, sauf que la mémoire ne répond pas. Et comme elle ne répond pas, lui il redémarre et il refait ça en boucle éternellement. Donc on a beau dans ce cas-là changer le condensateur, de toute façon la mémoire flash est morte, donc ne permettra pas le refonctionnement complet du système tant qu'elle n'est pas changée et reprogrammée avec une autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et malgré les nombreuses coupures que j'ai eues avec la chaleur, hein, c'est vrai que là, mon multi il est parti dormir aussi, vu l'heure que c'est, mais voilà, 32,7 hein, quand même, là, avec le 32,5, 32, ouais, c'est bizarre que ça fluctue autant, mais voilà, donc le multimètre qui est calibré m'affiche 32,7 actuellement dans le petit bureau sur lequel je travaille. Voilà, et merci bien, et salut à tous.